Bonsoir et bienvenue dans votre 18h politique. Très heureux de vous retrouver. Et bonsoir à vous, Christophe Sablé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter en quelques mots avec votre carte d'identité. 47 ans, producteur de lait à Herbignac. Vous êtes membre de la FNSEA, syndicat majoritaire à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, où vous assumez la responsabilité de secrétaire général. Vous êtes également président départemental de la section lait au sein de votre syndicat. Vous revenez du Salon de l'agriculture qui se tient à Paris depuis le week-end dernier, un salon marqué forcément par l'actualité de la crise agricole, une crise de surproduction, d'effondrement des prix. Vous allez nous dire quel regard vous portez sur la situation, les causes et les issues possibles. Mais avant cela, on jette un coup d'œil à l'actualité de la semaine, actualité marquée encore une fois par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Après la manifestation impressionnante samedi dernier sur les 4 voies entre Nantes, Vannes et Rennes, une manifestation bon enfant qui a rassemblé entre 15 000 et 50 000 manifestants selon les sources. Le sujet vous concerne forcément, Christophe Sablé, puisqu'il s'agit de terres agricoles qui pourraient disparaître. Quelle est la position de la FNSEA? Votre syndicat y est fermement opposé, comme la Confédération paysanne, ou pas? Tout d'abord, bonjour à tous. Et, sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai qu'il y a un impact très fort sur la terre agricole globale au niveau départemental. Du part de ce projet-là, qui est un projet massif, mais l'enjeu du maintien de la terre agricole est beaucoup plus large au niveau départemental. Mais sur ce projet-là? Sur le projet, il est clair que la FNSEA est en opposition au projet du fait de perdre des terres agricoles. Mais pas sur le projet d'aéroport en lui-même? Après, le projet d'aéroport, c'est quelque chose qui n'est pas dans dans nos compétences en termes de décision. Il y a des élus politiques qui font des choix, qui ont été élus et qui ont fait des choix. Pour autant, il n'y a pas de majorité qui se soit dégagée à la FNSEA finalement? Si, il y a une majorité sur l'opposition par rapport au projet global, par rapport à l'emprise agricole. Après, sur la validité du projet, on ne s'est jamais positionné. Mais l'enjeu des terres agricoles est beaucoup plus large que le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Rien qu'à titre indicatif, on sait qu'en projet, il y aurait 450 zones d'activité dans le département. Donc si vous mettez une petite dizaine d'hectares par zone, c'est 4500 hectares, un projet à 20 ans. Donc 9 fois plus que le projet de l'aéroport. Donc la vigilance, elle est apportée partout et pas uniquement sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et vous, votre positionnement personnel? Parce qu'on va tous être consultés à ce sujet-là. Bien sûr, il y aura un référendum et tout le monde aura les capacités d'aller voter. Je crois qu'il faudra aussi juger les arguments du pour et du contre dans ce dossier-là, parce qu'on sait que le déplacement de Notre-Dame-des-Landes, de Bougnay à Notre-Dame-des-Landes, donne des possibilités d'urbanisation autour de Nantes plus qu'il y a aujourd'hui. Donc d'urbanisation qui ne se ferait pas ailleurs, aussi dans les terres agricoles. Donc il faudra bien peser le pour et le contre de tout ça. Vous n'avez pas d'avis? Moi, pour l'instant, non, j'ai pas spécialement d'avis. Moi, je me positionne en tant que chambre d'agriculture aussi, en accompagnement des producteurs qui, potentiellement, seraient impactés par le projet pour que l'agriculture s'en sorte le mieux possible. Également dans l'actualité cette semaine, la question de l'accueil des Roms qui fait à nouveau débat dans l'agglomération nantaise. Plus de 200 personnes ont été évacuées hier d'un site de Carquefou, propriété de Nantes Métropole, qui était occupé illégalement depuis le mois de juillet. Les familles ont quitté les lieux, mais comme d'habitude, sans aucune autre solution d'hébergement. Après, où ils vont, c'est pas dur, ils vont chez les voisins. Voilà, alors il y a des maires qui peuvent déjà se préparer à protester vigoureusement, j'imagine, parce que voilà, environ peut-être 200 personnes, je ne sais pas exactement combien il y avait de personnes sur ce terrain, plus de 200 probablement. Sur pratiquement toutes les communes, il y en a maintenant des terrains sauvages. Alors, vous les refilez aux voisins, d'accord, mais l'expulsion suivante, ils reviennent chez vous si vous êtes un élu d'une commune, donc bénéfice. Je sais pas, montrer ses muscles, donner à la population l'illusion qu'on agit, probablement. Mais tout ça est bien cher et bien inutile. Et on en reparlera la semaine prochaine, puisque Véronique Dubetier-Grenier, le maire de Carquefou, sera notre invitée pour évoquer cette question de l'accueil des familles roms. L'actualité de la semaine, marqué aussi par le Salon de l'agriculture qui a ouvert donc ses portes le week-end dernier à Paris. Vous y étiez ces derniers jours, Christophe Sablé. Un salon marqué donc par le contexte de crise que l'on connaît. Les personnalités politiques
ont défilé pour montrer leur attachement à la profession et proposer des solutions. Le président Hollande, bien sûr, le gouvernement, mais aussi Nicolas Sarkozy qui propose un plan Marshall pour le monde rural. François Bayrou qui s'affiche sur Twitter auprès des jeunes agriculteurs. Il faut les aider, dit le patron du MoDem. Bruno Retailleau, le président de la région, n'est pas le dernier à exprimer son soutien sur les réseaux sociaux. Je vis au cœur de la ruralité, dit-il. Jamais je n'ai connu de crise aussi massive et profonde. Et la gauche s'en agace. Sylviane Bulteau, par exemple, la députée socialiste de Vendée, ironise sur Twitter « La droite s'agite, elle qui a supprimé les quotas laitiers avec pour conséquence la surproduction et la chute des prix ». Christophe Sablé, quel regard portez-vous sur cet emballement politique et médiatique autour de votre crise? Sur le regard, on a beaucoup de monde qui vient au chevet du malade, mais pour autant, c'est une crise sur laquelle on a alerté depuis longtemps. Et on savait, notamment quand on entend quelqu'un dire que la suppression de quotas, elle est annoncée depuis 2003. Et il n'y a pas eu de préparation pour autant. Ça s'est fait effectivement l'année dernière. Ça s'est fait l'année dernière, mais elle a été annoncée depuis la réforme de la PAC de 2003. Pour autant, personne ne s'est mis en perspective d'affronter cette situation-là, qui n'est pas une situation franco-française. Les quotas laitiers sont européens, gérés de façon européenne. Et donc, beaucoup de pays dans l'Europe étaient plutôt favorables à la disparition des quotas, et le sont toujours. Tous les pays d'Europe du Nord sont plutôt favorables à la disparition des quotas. Donc les quotas, il faut expliquer, ça limite la production, la mise sur le marché, et donc ça régule les prix finalement. Mais ça limite la production de la mise en marché, ça régule les prix, oui et non, parce qu'on a vécu aussi en période de quotas des crises. Tout le monde se rappelle de la crise de 2009, qui était une crise qui était en période de quotas, où on a eu un prix du litre de lait qui est descendu relativement bas aussi. La différence entre la crise de 2009 et celle d'aujourd'hui, c'est la durée. Et en 2009, rapidement, les cours se sont inversés, mais aujourd'hui, on ne voit pas de lecture dans l'inversement des cours, que ce soit en production laitière, mais aussi en production de viande bovine, en production porcine. Et pourquoi ces trois productions sont particulièrement touchées ? Alors, on a du mal à analyser la cause commune. Il y en a une, c'est le choix politique de l'Union européenne de faire l'embargo russe par rapport à l'alimentation. Donc, les premiers touchés ont été la production porcine, qui exportait beaucoup en Russie. Le lait est arrivé derrière. La viande bovine subit aussi une baisse des cours par rapport à des marchés qui n'existent plus. D'une part par rapport à l'embargo russe, d'autre part par la crise sanitaire qu'on connaît en France, qui est la fièvre catarrhale ovine, qui n'a aucun impact sur le consommateur, mais qui empêche l'accès à certains marchés de la production française. Ouais. Et pour autant, on n'empêche pas tous les autres denrées de rentrer en France, parce qu'il n'y a plus de frontières en Europe, notamment la libre circulation des marchandises. Les agriculteurs du département sont particulièrement touchés ? Comme tous les agriculteurs français, voire européens, non, voire même, je ne sais pas pour dire moins touchés, mais l'avantage qu'on a dans notre région, Pays de Loire, c'est qu'on a beaucoup de signes officiels de qualité qui quand même nous permettent de démarquer. On a une présence de l'agriculture biologique qui permet de démarquer. Donc massalement, l'agriculture des Pays de Loire s'en tire un peu mieux. Pour autant, elle est touchée, et gravement touchée dans certaines productions ou certains systèmes de production. Et on a du mal à voir où on va aller. Mais bon, le fait d'aller chercher de la valeur ajoutée par des signes officiels de qualité permet de sortir quelques agriculteurs de l'ornière. La Chambre d'agriculture est-elle capable d'aider les agriculteurs les plus en difficulté ? Que faites-vous au quotidien ? Oui, conseils, bien sûr, mais... Oui, on a des conseils spécialisés. À partir du moment où, et là j'en appelle à tous les agriculteurs, n'hésitez pas à prendre contact avec les gens qui viennent en appui. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, il y a quelques solutions de mise en place pour régler les problèmes de trésorerie. Ça ne résoudra pas la conjoncture. Mais pour passer le cap du moment difficile, pour attendre que les cours remontent, il y a des leviers d'action. La Chambre d'agriculture est capable de mettre en avant ces leviers d'action, et donc on est mobilisé pour ça, avec un réseau spécifique qui est le réseau des agriculteurs fragilisés. Et donc n'hésitez pas surtout à appeler en cas de problème, que ce soit... Oui, parce que la plupart du temps, on tire la sonnette d'alarme, mais il est déjà trop tard. Oui, et souvent, l'agriculteur ne veut pas montrer son désarroi, et reste et se renferme, alors que dans ces moments difficiles, et tout le monde, c'est pas parce qu'on a mal travaillé, non, tout le monde est dans la même misère aujourd'hui, et dans la même galère. Donc
Voilà, c'est pas une tare de faire appel pour trouver des solutions pour passer ce cap difficile. Loin Alors, de là. certains semblent s'en sortir mieux. C'est l'agriculture biologique qui, finalement, a de meilleurs prix que l'agriculture conventionnelle. Pourquoi ? Est-ce qu'elle a plus investi ? Est-ce que c'est avantage mis à la page, finalement, au fur et à mesure des années ? Alors, il y a une conversion de façon régulière maintenant, et on le voit encore cette année avec plus de 200 dossiers de conversion en agriculture biologique dans les Pays de Loire. Donc, un engouement pour aller vers cette production-là, ce système de production-là, qui a un marché. Mais par contre, là, c'est pareil. Attention à l'équilibre de marché en agriculture biologique, parce que rapidement, on peut faire basculer la tendance. On a connu des crises en agriculture biologique dans le lait aussi. On a connu des 2006-2007, on a connu des 2012, où ça a été très compliqué en agriculture biologique dans le lait. Donc on n'est pas non plus à l'abri des inversions de marché dans ces productions-là. Donc regardons bien, quand on transfère des filières d'un conventionnel au biologique, de ne pas non plus écrouler la filière. Alors la région se mobilise et ils ont voté la semaine dernière aux côtés de leur président Bruno Retailleau un ensemble de mesures, une personnalité du Parti républicain d'ailleurs que vous suivez de près puisque vous étiez sur sa liste aux dernières élections régionales. Oui. Ça aide pour être mieux entendu ? De s'impliquer comme ça politiquement auprès de... L'implication, moi, sur les élections du Conseil régional, elle était assez claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, notamment au niveau agricole, passent par la région. On a de moins en moins de poids, et notamment avec la loi NOTRe, de la part de nos conseils départementaux, et plus en plus de poids à la région. Et l'État a transféré aussi beaucoup de financement au niveau de la région pour le développement agricole. Donc le choix a plutôt été, nous, de notre côté, de s'investir dans ces élections-là, afin de passer les messages que la profession a besoin de passer auprès des élus régionaux. On a plus chaud auprès du feu. C'est souvent auprès du feu qu'on chauffe le mieux, oui, ça c'est sûr. Ça. Donc la région se mobilise, titrait Presse Océan la semaine dernière à l'annonce du plan mis en place par le Conseil régional. 4 millions d'euros, précise Ouest France, pour aider à surmonter la crise agricole. 4 millions déclinés en 16 mesures. Si vous deviez en retenir une qui soit un peu emblématique et qui peut peser. Pas une. Moi, il y en a grosso modo 3 qui me semblent intéressantes à évoquer. L'engagement financier du conseil régional, notamment sur des aides de trésorerie, que ce soit sur des aides qui ne sont pas arrivées de la part de l'État, ou bien des aides pour participer aux frais financiers dans les exploitations sur ce qu'on appelle dans le jargon l'année blanche. Donc ça c'est une aide. C'est une mesure qui me semble importante, financière. Une mesure beaucoup plus de conviction sur l'achat de produits français, de produits régionaux ou de produits bio ou signes officiels de qualité dans les collectivités territoriales, et notamment dans les lycées qui sont gérés par la région. Et la troisième, c'est de s'engager vers qu'est-ce que sera l'agriculture régionale à l'horizon 2025-2030, sur une réflexion globale, en identifiant bien les besoins, ce que l'on a déjà et comment on fait pour répondre aux besoins territoriaux, mais aussi d'être présent sur des marchés plutôt à l'export à valeur ajoutée. Mais 4 millions sur un budget régional, c'est rien. C'est rien, ça fait partie des gestes qui sont faits aujourd'hui. C'est rien, mais le budget régional, vous savez, il n'y a pas que l'agriculture. Donc, oui. Alors, au Salon de l'Agriculture, les critiques ont été très vives. Certains estiment que le gouvernement, ce sont les pantins de l'Europe. Finalement, la solution, elle ne viendra pas des collectivités locales. Avec le contexte de baisse des dotations de l'État, c'est encore plus compliqué. C'est l'Europe. Mais l'Europe peut faire quoi ? L'Europe, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Je crois qu'ils ont eu suffisamment de force politique, notamment par rapport à l'embargo russe, sans pour autant derrière assurer les arrières de ce qu'on allait faire de nos productions qui étaient déjà engagées. Parce qu'une vache, quand vous la trayez, vous ne prévoyez pas du jour au lendemain le lait. Un porc, quand il est commencé à engraisser, il sort une centaine ou un peu plus d'une centaine de jours après. La viande bovine, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, il n'y a rien eu de fait pour savoir comment on répondait à cette problématique-là de produits qui restaient sur le marché européen, qui ont fait effondrer les cours. On a aujourd'hui la capacité de mettre de la régulation de marché et de mettre des prix de soutien de marché qui ne sont pas actionnés par l'Europe. Et Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture, n'est pas dans cette politique-là. C'est un Irlandais, c'est un ultralibéral. Et on a toute la difficulté, nous qui sommes plutôt des pays latins, à rentrer dans ce schéma-là. Toute dernière question, il nous reste
20 secondes. On ne voit plus beaucoup d'actions des agriculteurs ces derniers temps. Ça veut dire que l'orage est passé? Non, l'orage n'est pas passé, mais d'une crise économique, on arrive sur une crise morale et un désarroi profond des agriculteurs. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à voir comment tout le monde va pouvoir s'en sortir, et on a besoin de tout le monde pour s'en sortir. Merci Christophe Sablé. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.